Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes. Nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Nous sommes dans notre émission hebdomadaire. Le Cercle des Cariatides est une émission qui est complètement centrée sur les femmes. On va vraiment au fond des choses, on s'intéresse à des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous. On vous propose des pistes de réflexion qui sortent des sentiers battus, qui donnent à réfléchir et surtout, on vous propose à chaque fois des sujets différents dans des domaines qui varient. On est audible, bien entendu, sur www.irm.radio. Je vous rappelle également que vous pouvez même nous voir en allant sur twitch.tv/IRM Radio. Vous pouvez également participer à notre émission en nous envoyant vos commentaires, vos questions, vos remarques par SMS au 07 71 59 62 68. Alors, c'est encore le mois de la femme, on est encore en mars, et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à comment porter toutes ces casquettes de femme moderne, la Wonder Woman, la femme qui travaille, l'épouse, la mère. Comment est-ce qu'on concilie tous ces aspects-là et qu'on arrive à vraiment être une femme épanouie, une femme qui est heureuse dans tous les domaines de sa vie sans avoir nécessairement à sacrifier un élément par rapport à un autre. Alors, trouver un juste équilibre pour être en paix vraiment avec ces différentes casquettes qu'on porte, c'est la condition pour vraiment cesser d'entretenir cette inégalité homme-femme et décryptons un peu, voyons un peu comment être encore plus épanoui, surtout si on décide qu'on souhaite faire tout ce qui nous plaît, aussi bien personnellement que professionnellement, à quoi ça ressemble. Alors, le rôle de maman, comment le concilier avec le travail, enfin, beaucoup de questions sont dans la tête de la plupart des femmes. Comment concilier mon rôle de maman avec mon travail? Comment être une bonne mère sans pour autant mettre de côté ma vie professionnelle? Est-ce que ma vie professionnelle va mettre en danger mon couple? Donc, ce sont des questions légitimes parce qu'on a bien sûr envie de vraiment prendre notre place dans tous ces domaines qui sont importants pour nous. Donc, être maman et travailler, par exemple, on peut parfois trouver que c'est difficile de trouver un équilibre entre le statut de mère et nos propres ambitions. Et ce qui a été conclu dernièrement d'une étude, c'était que pour 6 femmes sur 10, concilier la vie professionnelle et la vie familiale est considéré comme un calvaire pour 6 femmes sur 10. Et 45% des femmes qui ont des enfants affirment qu'être parent a des conséquences sur leur vie professionnelle, par rapport à seulement 23% des hommes qui considèrent qu'être parent, avoir des enfants, aurait une conséquence négative sur leur carrière. Donc là déjà, on observe une disparité. Également, le maintien d'un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle reste particulièrement complexe pour la plupart des gens. Cependant, les principaux obstacles qui ont été notifiés concernent avant tout le manque de temps pour 41% des personnes qui ont répondu à cette étude. Donc, cette difficulté peut être liée à de longues journées de travail pour 16% des personnes, ou bien aux horaires qui seraient imprévisibles ou même décalés, ça c'est pour 13% des gens, et également aux très longs trajets, parfois, entre le domicile et le lieu de travail. En revanche, seulement 3% des personnes interrogées ont affirmé que l'absence de compréhension de leur employeur ou des collègues constituait une barrière. Donc, on peut considérer que l'environnement de travail, c'est-à-dire que la compréhension
des employeurs n'est pas majoritairement responsable de ce mal-être que certaines personnes peuvent éprouver pour ce qui est de concilier la vie personnelle et professionnelle. Donc, comment, comment tout faire? C'est la question que beaucoup se posent. Et moi, ce que je vous invite à faire, ce que je vous invite à vous demander, c'est à quoi ressemblerait vraiment une journée idéale? À quoi ressemblerait être, pour nous, être épanoui au travail? À quoi ça ressemblerait? Donc vraiment avoir une clarté, se poser la question véritablement sur ce qui nous rendrait heureuse en termes de carrière, en termes oui, de carrière, de profession, en termes également de style de vie, parce que selon les carrières qu'on a, la flexibilité sera plus ou moins grande. Ça va également affecter les horaires, ça va affecter le lieu de travail, ça va affecter la satisfaction qu'on a de se lever le matin pour aller travailler. Ça va affecter toutes ces choses-là qui, quand elles sont cumulées, combinées, nous amènent à être une certaine personne une fois qu'on rentre chez nous, une fois qu'on est de retour à la maison, parce que c'est difficile de changer instantanément de casquette. Il y a une période de transition qui est nécessaire pour vraiment se poser et puis être vraiment présente une fois qu'on a fait la transition et qu'on est chez nous. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, vraiment définir quelle est la carrière idéale, quelle est la carrière de rêve pour nous. Est-ce qu'on souhaite être à la maison peut-être travailler de la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui nous plairait plus? Ou plutôt, est-ce qu'on aurait besoin d'être en contact avec d'autres personnes dans un bureau classique? Quoique, en ce moment, la donne a un peu changé puisque le télétravail est majoritairement appliqué pour ceux qui le peuvent, selon les industries, bien sûr. Cependant, c'est peut-être une situation qui va rester pendant un moment. Ce qui est sûr, c'est que même si le télétravail reste longtemps, il y aura quand même des ajustements à faire en termes de vie professionnelle et vie personnelle. Et d'ailleurs, certaines personnes se plaignent que maintenant qu'elles sont aussi souvent à la maison, la frontière travail et vie familiale devient un peu plus floue et le travail empiète de plus en plus sur la routine à la maison. Donc, c'est vrai, le fait de travailler à la maison, ça peut permettre d'avoir un peu plus de temps puisque le trajet domicile-travail est inexistant. Enfin, quoique certains vont quand même travailler quelques jours dans la semaine. Mais voilà, ça amène d'autres questions. Mais pour l'idée de vraiment ajuster le côté professionnel et le côté personnel, il y a quand même une réflexion à faire pour se sentir vraiment bien dans sa peau, pour sentir qu'on a réussi à créer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui ressemble au style de vie qu'on souhaite mener. Donc, beaucoup de mères de famille ont peut-être la sensation de ne jamais faire assez, de ne peut-être pas s'organiser comme il le faudrait ou ne pas être suffisamment présente. Là, vraiment, c'est bien sûr si on ne prend pas en compte le fait que en ce moment, le télétravail est quand même assez présent. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, pour les personnes qui sont quand même amenées à être à l'extérieur de manière régulière, la question se pose de manière très légitime. Et ce que je vous invite à aussi vous dire, c'est que oui, vous avez le droit de vous sentir fatigué, de vous sentir peut-être imparfaite certains jours, avoir l'impression que vous n'avez pas réussi à juguler toutes ces casquettes-là de la manière qui vous aurait plu.
Mais vraiment, en prendre conscience, mais sans pour autant, vous culpabiliser outre mesure et vous dire, «Je fais de mon mieux». Ne pas hésiter à demander de l'aide, si c'est possible. Ne pas hésiter à, de la même manière que je vous ai invité à faire un peu un design de ce que représenterait votre carrière idéale, faire également, un design, avoir, ce temps de réflexion pour, déterminer quelle serait pour vous la vie familiale vraiment, idéale. Quel est, le temps que vous souhaiteriez passer chez vous et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Bon, bien entendu, c'est sûr que si vous arrivez, très tard chez vous et que, vous êtes très fatigué, dans tous les cas, peut-être que vous n'aurez envie de rien faire. Mais idéalement, si vous avez la carrière vraiment qui vous plaît avec les horaires, heu, de votre choix, si vraiment on vous proposait de choisir, de vraiment faire un design de votre vie, heu, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça serait? Et une fois à la maison, à quoi ressemblerait une journée type? Une journée typique une fois que vous rentrez chez vous ou alors, le matin quand vous partez, comment est-ce que la journée se déroule? Et ce, en fait, même si, vous n'avez pas d'enfant, même si vous n'êtes pas marié, il y a quand même, un moment où vous arrivez chez vous et où vous allez vous dire: «Je suis tellement fatiguée parce que ma journée de travail a été tellement longue que j'ai l'impression que je n'ai plus de temps pour quoi que ce soit». Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, en fait, vous avez quand même, la même invitation à faire, ce même design. Et comment concilier donc vie de couple et ambition professionnelle? C'est aussi, une question légitime que, de nombreuses femmes se posent. En tout cas, beaucoup de femmes qui viennent, faire des accompagnements avec moi. C'est une question qui revient, souvent. Donc bien sûr, comme toute forme, de relation, une relation de couple aussi mérite d'être entretenue par des attentions, parfois par, des compromis, enfin mutuels, enfin simples. En tout cas, faut pas non plus, qu'il y ait un sentiment exacerbé de se sacrifier, mais plus qu'il y ait, une vraie entente et vraiment des choix. Parfois, on peut se dire, «Je vais mettre l'accent sur, heu, cette sphère de ma vie et dans 1 an, dans 2 ans, quand les enfants seront plus grands, je mettrai l'accent sur, tel autre». Donc c'est légitime aussi, c'est tout à fait valide. D'ailleurs, plusieurs femmes font ce choix-là de, choisir de se concentrer peut-être sur leur, vie, familiale quand les enfants sont très petits et une fois qu'ils grandissent un peu, mettre l'accent un peu plus sur la carrière. Enfin, vraiment, c'est à chaque femme de faire cette introspection et de décider de ce qu'il lui faudrait vraiment. Pour, ce qui est de, tout ce qu'il y a comme, compromis, enfin autant que possible, si on le peut, ça peut ressembler à éviter de sortir du bureau tous les soirs de la semaine, bien sûr, à des heures très tardives pour quand même avoir un peu de temps après, pour soi, pour ses proches. Éviter peut-être aussi de, ramener du travail à la maison ou bien en parler sans cesse, parler de ses nouveaux contrats, de ses nouveaux clients et vraiment, ramener, cette sphère professionnelle dans la sphère personnelle et finalement qu'il n'y ait plus de vraies, barrières, qu'il n'y ait plus de vraies, limites et que tout soit pratiquement, confondu. Donc ça, c'est un danger et d'ailleurs, c'est un danger que, beaucoup vivent, hein. C'est une des conséquences, un peu du confinement aussi pour les personnes qui, travaillent à la maison. Que les 2 sphères soient un peu, heu, mélangées. Intégré pratiquement. Donc, prendre aussi le temps vraiment de, se reposer, de se poser, de, faire, des pauses, profiter des moments, de liberté, des moments de calme qu'on a. Aujourd'hui, on s'intéresse aux
mix entre vie professionnelle, entre vie personnelle, pour les femmes modernes qui portent souvent plusieurs casquettes et qui font de leur mieux pour concilier vie pro, vie perso et qui ont parfois pour, selon les statistiques, 6 femmes sur 10 un peu de mal parce que selon les chiffres, 6 femmes sur 10 considèrent que c'est un calvaire. Et pour 45% des femmes qui ont des enfants, elles affirment qu'être parent a des conséquences sur leur vie professionnelle, contre 23% chez les hommes qui considèrent qu'être parent a des conséquences. Donc, bien sûr, il y a pas mal de changements à faire, mais d'où vient aussi cette disparité? C'est, je vais vous dire, c'est aussi parce que les stéréotypes sont encore particulièrement importants. Donc, pour une femme qui travaille et un homme qui travaille, les proches vont plus souvent se plaindre du manque de présence ou du trop peu de présence de la femme plutôt que de l'homme. Et une femme aura 20% de chance, 20% plus de chance de recevoir des plaintes de la part de son environnement par rapport au temps passé hors de la maison. Et pour établir cette probabilité, l'étude qui a été faite a tenu compte des contraintes horaires, de l'intensité du travail, du soutien social, de l'autonomie dans le travail, des conflits de valeurs, des horaires atypiques, du travail à temps plein, du niveau d'autonomie faible, du temps de trajet long, des enfants en bas âge, ou encore même d'une forte intensité de travail qui représenterait tous vraiment autant de facteurs qui seraient considérés comme aggravants. Ses chances d'attirer les foudres un peu de ses proches et d'être encore plus du côté réception des plaintes. Alors, comment est-ce qu'on explique un peu toutes ces inégalités-là? C'est un peu comme une double peine en fait pour la gente féminine peut-être, on peut se poser la question. Et ce qu'il y a aussi lieu de réaliser, c'est qu'il y a une persistance de stéréotypes de genre qui conduisent à cantonner les unes et les autres dans des rôles sociaux qui sont préétablis. Donc, d'un côté, les femmes resteraient en plus de leur travail, encore majoritairement, assignées aux tâches domestiques et auraient donc davantage de chances de subir les récriminations en cas de trop fort investissement professionnel. De l'autre côté, les hommes seraient jugés plus légitimes, selon cette étude, à s'investir principalement dans la sphère professionnelle, ce qui expliquerait qu'ils subissent moins de reproches lorsque leur travail déborde sur leur vie familiale. Alors, ces mots, tu rentres tard, ces phrases, tu rentres tard, tu travailles trop, tu n'es jamais là, ce sont donc des reproches que beaucoup ont entendus, surtout beaucoup de femmes. Et c'est une majorité de femmes par rapport notamment à cette persistance de stéréotypes de genre qui continue. Il y a également 80% des femmes qui considèrent qu'elles manquent de temps, qu'elles manquent tout le temps de temps. 80% des mères particulièrement. C'est difficile pour elles de concilier ces deux journées. Travail plein, travail à temps plein, maman, oui, à temps plein, d'une certaine façon, tâches domestiques à temps plein. Donc, la réponse qui a été apportée, c'est que 68% des salariés estiment manquer de temps au quotidien, certes. Donc, c'est un chiffre qui est important. Cependant, pour les femmes, notamment pour les mères, c'est 80%. C'est énorme. C'est vraiment très important comme chiffre. Et ça donne à réfléchir. Ça permet vraiment de
se poser la question de manière légitime sur ce qui pourrait améliorer ce manque constant de temps. Donc, ce qu'il est euh, proposé, c'est par exemple le fait que, et ça c'est 43%, ce que je vais vous dire, c'est 43% des parents salariés qui considèrent comme une priorité le fait que leurs employeurs leur permettent d'adapter leurs horaires de travail en fonction de leurs obligations parentales. Et les, les femmes et les hommes n'ont pas forcément les mêmes besoins en termes de ce qui leur permettrait d'avoir une meilleure balance, un meilleur équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Pour les mères, elles revendiqueraient en priorité la possibilité de travailler à distance et des aides au financement, des gardes, des modes de garde et de la scolarité, les études pour les enfants. En revanche, pour les pères, qui eux semblent subir un peu moins ces contraintes horaires, eux ils sont plutôt plus nombreux à dire que ça leur ferait plus de bien si leur employeur faisait plus de choses pour les aider à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc les besoins sont différents selon qu'on a un homme ou une femme, mais dans tous les cas, tout le monde considère que les, les horaires de travail empiètent quand même sur leur vie professionnelle. Donc le temps parental est véritablement un enjeu sociétal, un enjeu pour les entreprises, et ça mérite qu'une réflexion soit vraiment en cours, qu'il y ait des pistes de réflexion, enfin qu'il y ait vraiment des propositions nouvelles qui soient apportées. Beaucoup apprécient ce moment de télétravail pour passer un peu plus de temps avec leurs proches, tout en étant conscient que ça peut aussi empiéter sur leur temps de vie privée, de vie professionnelle. Donc les deux sont vrais. Maintenant, il s'agit bien entendu de ne jamais vraiment tomber dans les extrêmes, mais de plutôt rester dans un certain équilibre. Alors comment faire de son mieux avec le peu de temps qu'on a quand on a peu de temps? S'organiser, c'est une des pistes. S'organiser peut-être différemment. S'organiser différemment, c'est-à-dire peut-être même mettre dans le calendrier les moments passés avec son partenaire, ou sa partenaire. C'est vraiment établir des moments de qualité, peut-être en amont, pour ne pas être pris de court et puis se dire que finalement on n'a pas le temps, et que ça soit une phrase qui revienne de manière récurrente: j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais plutôt peut-être créer en amont du temps dans son agenda et s'organiser autour de ce temps qui aura été bloqué. Donc s'organiser pour peut-être ne pas prévoir autre chose à ce moment-là, anticiper ce qu'on aimerait faire, anticiper ce qu'on aimerait recevoir, anticiper ce qu'on aimerait peut-être offrir, peut-être faire garder les enfants à ce moment-là, anticiper peut-être un repas spécial, anticiper, c'est vrai, les restaurants sont encore fermés, mais on peut quand même décider d'avoir un moment de qualité en couple à deux, tout en étant chez soi. Donc c'est aussi possible. Organiser même des activités à l'extérieur, parce que c'est vrai, on est confiné, mais on peut quand même sortir. Donc c'est vraiment user de notre créativité, comprendre vraiment comment utiliser notre temps au mieux. Et de nouveau, je vais vous inviter, et ça c'est quelque chose que je vous invite à faire pour vraiment chaque domaine de votre vie, faire un design, réfléchir à ce que votre vie familiale ressemblerait. Qu'est-ce qui vous plairait le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez particulièrement faire lorsque vous avez du temps libre? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Par exemple, ça peut être des choses très simples. Et une chose qui fait particulièrement une différence, c'est de vraiment faire une vraie transition.
une fois qu'on a fini notre journée de travail, qu'on revienne de l'extérieur ou bien qu'on soit resté à la maison toute la journée, au final, peu importe. Mais qu'il y ait vraiment une vraie transition et qu'on puisse vraiment se dire, voilà, là, je passe de l'autre côté à l'autre partie de ma journée. Ça peut être, par exemple, se changer. Une des choses qui permet de vraiment casser ce rythme professionnel, et qu'il y ait vraiment une vraie transition, ça peut être se changer, porter des vêtements différents, porter des vêtements dans lesquels on se sent plus confortable, ne pas rester dans la même tenue de travail pendant trop longtemps une fois qu'on est rentré. Ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais vous seriez surpris de savoir que pas mal de gens, une fois de retour à la maison, vont continuer à vaquer à leurs occupations familiales avant de vraiment s'être changés. Donc ça peut vraiment faire une différence. Donc déjà, votre cerveau se dit, OK, là, je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis dans mon environnement familial. Ça peut également être prendre une douche dès qu'on arrive, ou bien prendre un bain, faire une pause, euh, même si c'est pas quelque chose qui prend du temps, le fait qu'il y ait vraiment cette coupure-là, un moment pour soi, avant de s'occuper de qui que ce soit d'autre, ça peut faire une différence. On peut se ressourcer de cette manière et ça peut vraiment faire du bien. Ça peut par exemple demander la coopération des membres de la famille, des enfants, du partenaire, de la partenaire, et leur dire, OK, de 18h à 18h30 ou peu importe l'heure, enfin vraiment choisir un horaire, ne me dérangez pas, c'est le temps pour maman, c'est mon temps à moi, j'ai besoin de me ressourcer. Donc si on le peut, bien entendu, c'est une façon qu'il y ait vraiment cette collaboration, c'est cette connivence avec les personnes qui nous aiment pour qu'on puisse se sentir encore mieux épanoui, recharger nos batteries pour pouvoir euh, faire un peu, nous occuper un peu plus d'eux, mais différemment. Mais c'est important, c'est un peu comme dans l'avion, vous savez, on nous dit toujours de mettre notre masque à oxygène tout d'abord avant d'aider les autres. Ben, c'est un peu la même chose. C'est de prendre vraiment quelques minutes dès qu'on fait cette transition pour nous et déterminer ce qui nous permet de nous ressourcer. C'est peut-être sortir, marcher pendant 30 minutes. C'est, comme je disais, peut-être prendre un bain. C'est peut-être méditer pendant un petit moment. Ou bien ça peut être simplement écouter de la musique. Enfin, faire une activité qui nous plaît. Si on aime peindre, ça peut être peindre. Parler avec quelqu'un. Mais euh, idéalement, c'est que ça nous ressource, que ça nous permette de recharger nos batteries. Et on a tous des moyens différents. On a tous des besoins différents. Donc il s'agit vraiment de trouver votre langage à vous. Et aussi si vous êtes familière avec les langages de l'amour, connaître le langage dans lequel vous aimez recevoir, ça permet également de partager avec les gens autour de vous pour qu'ils puissent vous nourrir dans ce langage-là pendant cette période de transition quand vous rentrez chez vous après une journée de travail. Donc si votre langage, c'est vraiment le langage, les mots d'affirmation, c'est peut-être que votre partenaire va vous dire des choses qui vont vous encourager, qui va vous complimenter. Enfin, que ça soit des mots qui vous nourrissent, si c'est plus le temps de qualité qui prime pour vous, ça pourra être passer du temps ensemble, même si vous ne faites pas quelque chose de spécial, mais peut-être que vous allez cuisiner ensemble. En fait, tout revient à la même chose. Établir ce qui vous fait du bien à vous. Établir ce dont vous avez besoin. Et personne ne peut deviner ce dont on a besoin. On est vraiment les seules personnes à vraiment se connaître assez pour le déterminer. Et si vous en avez conscience déjà, bah, tant mieux.
faites-le, offrez-vous ces activités ou ces moments, que ça soit sur un mode actif ou un mode plus passif, plus en relaxation. Mais vraiment, prenez le temps de vous offrir cela, de vous faire ce cadeau et n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à verbaliser, à formuler quels sont vos besoins parce que en général, les gens qui sont autour de nous adoreraient nous soutenir, nous aider, nous permettre d'être encore plus heureuses. Mais souvent, ils n'ont pas les clés. Souvent, ils ne savent pas comment faire. Et ça aide qu'on sache très bien ce qui nous convient pour pouvoir le leur dire parce que ça permet de gagner du temps et surtout, c'est un grand plaisir. Je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté. C'est un grand plaisir de voir la joie de l'autre quand on offre quelque chose qui, pour cette personne-là, a de la valeur, qui, pour cette personne-là, est important. Voilà. Pour ce qui est des moments qu'on passe avec nous-mêmes, que ce soit des moments de relaxation, de méditation, souvent certaines personnes peuvent penser je n'ai même pas de temps pour même faire cette transition dont tu parles. Donc, si vraiment il n'y a vraiment pas de temps et que c'est particulièrement compliqué, faites des pauses régulièrement pour respirer. Dans chaque activité que vous faites, prenez le temps de respirer. C'est une façon de se ressourcer, c'est une façon de se calmer, c'est une façon d'être vraiment présent, d'être là. Et le fait de changer de sphère, de passer de sphère professionnelle à sphère personnelle, le fait de vraiment prendre le temps de s'ancrer dans cette nouvelle expérience, c'est très simple. Ça paraît même insignifiant, mais je vous invite vraiment à essayer et à observer par vous-même la différence que ça va faire pour vous. Pour ce qui est de la méditation, il y a même des applications que vous pouvez télécharger pour simplement écouter. Il y a des méditations, des visualisations guidées qui aident à vraiment se recentrer, se relaxer. Et le fait même de faire ça pendant 10 minutes, on peut ressentir un repos, une relaxation, comme si on avait fait une sieste, comme si on avait dormi un peu. Donc c'est vraiment particulièrement bénéfique. J'ai vu un reportage dernièrement où je voyais une famille, c'était une mère et ses enfants. Et avant de faire les devoirs, tous ensemble, ils méditaient, ils mettaient cette application en marche et ils écoutaient ensemble, ils faisaient cette visualisation et ça m'a particulièrement touchée. J'ai trouvé que c'était beau parce que après, quand les journalistes demandaient aux enfants et à la maman comment ils se sentaient, ils étaient tous en train de dire qu'ils se sentaient tellement bien, tellement reposés. Et après, ils faisaient leurs devoirs tranquillement. Ils étaient très reposés, vraiment très, très, très contents. Donc, je vous invite à essayer si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et de toute façon, je pense que même le fait de respirer, juste ça, c'est aussi énorme. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence. Et de nouveau, je vais vous réitérer cette invitation de planifier des blocs de temps pour faire des activités qui sont vraiment importantes pour vous, pour votre couple, des activités à deux, des activités en famille, ou des activités seules, ou des activités avec des proches, quoi qu'en ce moment, on fait quand même attention, mais vraiment, déjà, les bloquer dans votre agenda et vous organiser autour. Parce que si on attend d'avoir le temps pour faire des activités qui nous intéressent, malheureusement, ce qui arrive très souvent, c'est que on réalise qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a envie de faire. Également, peut-être changer un peu nos horaires. Peut-être se lever peut-être 15 minutes plus tôt
pour faire quelques étirements, pour faire un peu de sport, pour faire des exercices de gainage, pour intégrer du sport, ou bien pour faire un peu sur papier les intentions, enfin poser par écrit les intentions pour la journée. Donc, ça peut aussi être une manière d'avoir plus de temps, c'est-à-dire commencer la journée légèrement plus tôt. Si on le peut, si on a le courage, c'est une façon de ne pas avoir nécessairement plus de temps par la suite, mais de quand même faire un peu plus. Alors, je vous rappelle que bien sûr, nous sommes audibles sur irm.radio. Vous pouvez même nous voir en allant sur twitch.tv/IRM Radio. Alors, on a parlé des femmes qui sont des working girls, qui ont des vies professionnelles pleines, qui ont des vies d'épouses, des vies de maman, enfin qui vraiment essaient de concilier vie professionnelle et vie privée. Et on vous a proposé des clés pour vraiment vivre au mieux et s'épanouir encore plus dans chacun de ces rôles, en trouvant des astuces, en trouvant des manières de faire les choses différemment pour apporter encore un peu plus de bien-être, encore plus de bonheur. Alors, pour la suite de cette émission, on va vous proposer des actualités. Enfin, l'actualité dont je vais vous parler maintenant, c'est l'impact de la pandémie, du Covid-19 sur la santé reproductive des femmes. Alors, il y a un chiffre qui est sorti le 11 mars. Alors, selon cette étude, la pandémie de Covid-19 a empêché en 2020 12 millions de femmes d'accéder à des moyens contraceptifs, ce qui a conduit à 1,4 million de grossesses non désirées. Ça, c'est un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population qui a été rendu public donc, le 11 mars 2021, qui nous donne donc cet état des lieux. Ces chiffres donc démontrent à quel point la destinée des femmes en ce qui concerne leur santé reproductive et aussi leurs choix ont été affectés par la pandémie de manière particulièrement grande. Et également, ces chiffres nous font réfléchir parce que c'est surtout dans 115 pays à faible ou à moyen revenu que cette conséquence est avérée, c'est-à-dire autant de grossesses non désirées, 1,4 million. Alors, l'épidémie a majoritairement empêché ces femmes qui n'ont pas pu accéder à des services de planning familial comme elles l'auraient souhaité. Il y a eu également des perturbations liées à des facteurs tels que les restrictions de déplacement, les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, les ruptures de stock et aussi la surcharge des structures de santé. Donc pour de très nombreuses femmes, malheureusement, ces conséquences ont été absolument bouleversantes d'après l'UNFPA, qui est, je vous rappelle, l'agence directrice des Nations Unies qui est chargée des questions de santé sexuelle et reproductive. Non, pardon. L'UNFPA, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population. Et selon ce rapport donc, de l'UNFPA, l'accès aussi à des moyens contraceptifs a été altéré en 2020 parce que les femmes ont aussi réorienté leurs ressources financières à cause des restrictions qui étaient imposées par rapport au déplacement. Et il y avait également des difficultés d'accès au planning familial. Certains plannings familiaux ont même été fermés dans certains pays. Et bien entendu, les grossesses ne s'arrêtent pas lors des pandémies ou lors des crises. Donc, nous devons veiller à ce que les femmes et aussi les filles aient un accès ininterrompu aux contraceptifs qui sont vitaux et aussi aux médicaments de santé maternelle. Donc cet impact dévastateur du Covid-19,
sur la vie de millions de femmes et de filles au cours de l'année écoulée souligne vraiment à quel point il est vital d'assurer cette continuité des services de santé reproductive et on n'en a pas vraiment conscience, on n'en entend pas particulièrement parler, sont des chiffres, c'est un état des lieux qui est probablement nouveau pour la plupart des gens qui en entendent parler pour la première fois. Et ce que moi, ça m'évoque, c'est que la pandémie, finalement, n'est qu'un révélateur. Euh, ça ne fait que révéler et exacerber des inégalités qui étaient déjà existantes. Donc, aussi, on peut se demander quel est l'impact de toutes ces grossesses non désirées en période de crise économique et sociale. Donc, c'est une piste de réflexion vers laquelle on peut vraiment s'engager, faire réfléchir et surtout réorienter un peu la manière dont la continuité est préparée pour ce qui est des contraceptifs de la santé reproductive. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Alors déjà, il y a eu un arrêt de la prévention dans certains endroits. Donc, les gens n'avaient plus forcément accès à l'éducation, à la formation, à des informations. La directrice de la section africaine de la Fédération internationale pour le planning familial, par exemple, a appuyé ce constat. Elle s'appelle Madame Petrus Barry. Et pour elle, la crise du coronavirus survient dans des sociétés qui sont marquées par une grande précarité déjà et elle bouleverse des systèmes de santé qui étaient déjà fragiles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne fait qu'exacerber en fait cette pandémie des situations de fragilité qui existaient déjà dans les structures de santé, dans les structures de soins. Certains pays, d'ailleurs, ont pris des initiatives en fait pour pallier cela. Par exemple, à Kampala, la capitale ougandaise, il est possible de commander des contraceptifs dans des applications de commerce en ligne et ils sont livrés par une société de mototaxi locale. Les frais de livraison sont gratuits et la majorité des produits qui sont proposés sont subventionnés. Donc c'est déjà une chose positive. C'est un projet qui est financé par la Suède. Cependant, ce qu'il convient de constater, c'est que c'est une solution qui est plutôt pour les citadins qui sont déjà connectés. Sinon, c'est une solution qui paraît un peu anecdotique parce que très peu de personnes peuvent avoir accès à cette solution-là à l'échelle d'un continent, de plusieurs continents, parce que plusieurs continents sont affectés, dans des endroits où, même avant l'épidémie, à peine la moitié des besoins modernes de contraception étaient satisfaits. Donc il y avait déjà un besoin criant de plus de ressources, de plus de capacités pour ces pays-là. Il y a également d'autres pistes que je vous propose pour ce qui est de la continuité de l'accès à la contraception en temps de pandémie. Ce qu'il y a, c'est que la crise sanitaire change fondamentalement et de manière drastique le paysage et aussi avec lui la capacité des programmes nationaux à répondre aux besoins immédiats des femmes. C'est un peu comme si les politiques existantes d'accès à la contraception n'étaient plus valables une fois qu'il y avait cette crise-là parce que les besoins, les approvisionnements n'étaient plus aussi faciles. Également avec les restrictions de déplacement, la saturation des centres de santé ou bien tout simplement la peur d'être contaminée. Beaucoup de femmes ont préféré avoir recours à des solutions qu'elles pouvaient gérer toutes seules, c'est-à-dire qu'elles pouvaient se procurer par elles-mêmes, notamment les préservatifs, les pilules. En revanche, ces méthodes avaient été
délaissés par les ministères de la Santé au cours des dernières années. Là encore, bien sûr, je parle de pays un peu moins favorisés, au profit de produits dits plutôt de longue durée, comme des injections de progestatifs ou des implants, des solutions qui permettent une couverture de plusieurs mois à plusieurs années. Donc, ce qu'il convient de se demander, c'est est-ce que la priorité ne devrait pas plutôt être placée sur des solutions qui permettraient aux femmes d'être tranquilles pendant un moment si ce genre de situation se produit de nouveau. Parce qu'on ne sait pas si on aura de nouveau des crises sanitaires, c'est possible, mais qu'il y ait vraiment un plan de continuité qui soit prêt pour ne pas que des millions de grossesses non désirées arrivent de nouveau à cause d'un manque d'accès. C'est assez difficile de comprendre que cela ait pu arriver. Les chercheurs soulèvent aussi un autre point qui a son importance, c'est que les produits qui sont fournis dans les centres publics sont gratuits ou fortement subventionnés. Donc quand ces centres-là sont fermés, euh, ces femmes qui n'ont pas beaucoup de ressources financières n'ont plus accès. Donc elles n'ont pas de moyens de se les procurer. Et en ce qui concerne la pilule ou les préservatifs qui sont distribués par le secteur privé, il y a un coût qu'elles ne sont pas forcément prêtes à assumer, à sortir de leur poche. Donc, ça donne à réfléchir et ça permet aussi de réaliser qu'il y a des acquis qui permettent, qui semblent évidents, qui semblent aller de soi quand on est dans des endroits plus favorisés. Mais il y a encore pas mal de travail à faire à l'échelle mondiale pour des questions vraiment très, très, très basiques. Très basiques. Je vais terminer avec une deuxième actualité qui a également son importance. Il s'agit d'un texte qui a été adopté à minima à l'ONU sur la condition de la femme. Donc au terme de 5 semaines de négociations le jour et parfois la nuit, la Commission de la condition de la femme a accouché ce vendredi 26 mars aux Nations Unies d'une déclaration à minima. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la 65e session de cette commission, les négociateurs avaient sur leur table de travail 50 pages et 80 paragraphes. Au bout du compte, après ces 5 semaines de négociations très intenses, le texte fait maintenant 24 pages. Donc de 50 pages, on passe à 24 pages. Donc des pans entiers de la déclaration qui avaient trait au harcèlement sexuel, à l'égalité des sexes ou même à la défense des droits des filles ont complètement disparu. Et à l'origine, le texte d'origine critiquait une extension des violences faites aux femmes et aux filles. Cela incluait le harcèlement sexuel et la version finale du document est devenue une version édulcorée, aseptisée, qui, et là je cite, rapporte que, je cite, « Dans les espaces privés et publics, y compris dans les établissements d'enseignement et le lieu de travail, ainsi que dans des contextes numériques, cela conduit à un environnement hostile. » Voilà, environnement hostile, c'est ce qui est resté. Donc, sans être très agressif dans la formulation, la Commission reconnaît par ailleurs que l'inégalité entre les sexes continue de se traduire par des déséquilibres de pouvoir entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la société. Donc, c'est devenu une version tellement aseptisée. Et ce que les diplomates de l'ONU ont donné comme information sous couvert de l'anonymat, c'était la forte influence de certains pays comme la Russie, le Saint-Siège et Cuba
pour avoir vraiment mis énormément de barrières. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver cet équilibre, vie professionnelle, vie privée. Et je vous dis à très vite dans une semaine, mercredi 17h, même poste. Au revoir.